Bon, qui n'a jamais ressenti cette fatigue, hein, à force de swiper, sur les applications de rencontres, ces discussions qui n'aboutissent pas toujours. Ah oui, c'est un sentiment très partagé, cette lassitude, et les chiffres le montrent bien d'ailleurs. Exactement. On a une étude de Pew Research de 2023 qui dit que, attention, seulement 6% des utilisateurs trouvent une relation vraiment durable via ces applis. 6%, c'est très peu. C'est ça. Et pire, après 3 mois à peine, 70% se disent carrément frustrés. On parle souvent de ce fameux paradoxe du choix, non? Mhm. L'impression qu'il y a toujours quelqu'un de mieux juste après. Ça en paye de s'investir vraiment. Voilà. Et puis il y a ce côté un peu catalogue, quoi. Un peu déshumanisant parfois. Oui, on consomme des profils. C'est un peu ça. Alors aujourd'hui, on va explorer une approche euh, complètement différente. Presque à contre-courant, j'ai envie de dire. Ah oui. Et qu'est-ce que c'est? L'idée d'écrire une lettre. Une lettre à son futur amour. Intéressant. Ça change radicalement. Carrément. Pour en parler, on s'est basé sur, d'un côté, des analyses psychologiques qui décortiquent un peu les limites des applis, et de l'autre, un guide pratique qui détaille cette méthode de la lettre. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre comment ça marche, cette méthode, quels sont les principes derrière, on parle d'intention consciente, de visualisation, Mhm. et surtout, en quoi c'est si différent de la logique des applications. C'est un mélange assez étonnant, hein, entre des étapes très concrètes et puis des concepts plus profonds. L'énergie, les synchronicités. Le pouvoir de l'intention, peut-être? Tout à fait. Bon, alors, on regarde ça de plus près. Allons-y. Alors, pour bien voir le contraste, juste un petit rappel sur ce qui cloche avec les applis, d'après les analyses qu'on a consultées. Déjà, le modèle économique lui-même. Oui, ça c'est un point clé. Ces plateformes, elles gagnent de l'argent quand on y passe du temps. Avec les abonnements, premium, les boosts, la pub. Pas forcément quand on trouve quelqu'un. Donc leur intérêt n'est pas nécessairement aligné avec celui de l'utilisateur qui cherche une relation sérieuse. C'est un peu le soupçon. Certains experts suggèrent même que les algos pourraient être faits pour nous garder captifs. On parle de shadow banning. C'est-à-dire réduire notre visibilité pour nous pousser à payer? Voilà, ou nous montrer des profils super attirants, mais souvent inaccessibles, juste pour maintenir l'espoir. Et donc l'abonnement. Cette petite dose de dopamine à chaque nouveau profil. Un peu comme une machine à sous. Exactement. Ça dévalorise aussi les rencontres. On juge en une seconde sur une photo. Et le ghosting, 80% des gens l'ont vécu ou pratiqué. C'est devenu banal. C'est énorme. Et ça a des conséquences réelles sur les gens. Ah oui, les études montrent une baisse de l'estime de soi pour beaucoup d'utilisateurs, plus d'anxiété aussi. Et ça pourrait même abîmer un peu nos compétences relationnelles dans la vraie vie. Ce qui est frappant, et ce que soulignent des experts comme Hélène Fischer ou Esther Perel, c'est que le design même de ces plateformes façonne nos attentes et nos comportements amoureux. Fischer dit que c'est un catalogue. Ça élargit le choix, mais ça ne crée pas l'amour. Un catalogue, oui, c'est bien vu. Et Perel parle de cette mentalité de consommateur qui s'installe. On chope un partenaire, ce qui est assez peu compatible avec l'engagement, la vulnérabilité d'une vraie relation. Oui, ça demande autre chose qu'un swipe. Tout à fait. Au fond, ces applications ne sont pas vraiment faites pour l'alchimie complexe d'une relation durable. Le durable, ça repose sur des compatibilités profondes, des valeurs communes. Des choses difficiles à voir sur un profil. Exactement. Et puis l'attirance, ça se construit souvent avec le temps, dans un contexte, en partageant des choses, pas toujours dans l'immédiateté d'un match. C'est vrai que le contexte manque cruellement sur les applis. Elle mise sur l'instantané, alors que le lien profond, lui, a besoin de temps, d'un terreau pour grandir. Bon, ce constat, il est quand même assez interpellant, non? Si les outils qu'on utilise pour chercher l'amour nous orientent vers quelque chose qui n'est pas toujours l'amour authentique qu'on espère. Ça pousse à chercher ailleurs, c'est sûr. Et c'est là qu'arrive cette idée de la lettre. Alors, expliquez-nous un peu. Alors là, oui, on change complètement de paradigme. La source qui décrit cette méthode, elle présente ça comme une démarche active. Très intentionnel. Active, Mhm. c'est-à-dire, C'est pas juste attendre que ça tombe du ciel. C'est formulé comme une façon de prendre en main sa vie amoureuse, de devenir acteur ou actrice de son futur. La lettre, c'est vu comme un pont un pont entre quoi et quoi? entre les souhaits qu'on a au fond de soi et le moyen de les rendre réels. C'est une action concrète pour matérialiser une intention. D'accord. Et le principe de base, c'est quoi alors? Il est double en fait. D'abord, clarifier. Vraiment aller chercher au fond de soi ce qu'on désire le plus dans une relation. C'est un vrai travail d'introspection. Pas juste grand, brun et sympa. Non, aller plus loin.
Quelle valeur, quelle sensation, quel type de lien? Et deuxièmement, poser une intention claire, une intention chargée d'émotions. Chargé d'émotions. Oui, la source utilise une image assez forte, hein. Chaque mot écrit serait comme une onde envoyée dans l'univers, une graine plantée. Ça renvoie directement à cette idée du pouvoir de l'intention et de la pensée. L'idée que nos pensées focalisées peuvent influencer notre réalité. C'est ça. Définir clairement ce qu'on veut et y mettre toute son énergie, son attention, c'est une première étape fondamentale. Un principe qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de domaines, hein, pas seulement en amour. Et la visualisation, elle intervient où? Elle est centrale. Avant d'écrire, et même pendant, on nous invite à nous imaginer vivant ce quotidien idéal avec cette personne, à ressentir les émotions, la joie, la sécurité, la complicité. D'accord, se projeter vraiment. Exactement. D'un point de vue plus cognitif, on pourrait dire que ça aide à ancrer cet objectif. En se focalisant dessus, avec émotion, on prépare notre esprit, on devient peut-être plus attentif aux opportunités qui vont dans ce sens. Un peu comme quand on décide d'acheter une voiture rouge et qu'on se met à en voir partout. C'est un peu cette idée, oui. On ajuste notre filtre de perception, on prépare son état intérieur à recevoir ce qu'on appelle de nos vœux. C'est fascinant comme approche. Ça met vraiment l'accent sur nous, notre état intérieur, notre clarté, bien loin du côté aléatoire du swipe. Tout à fait. Mais alors, concrètement, comment on fait? Comment on l'écrit cette lettre d'après le guide? Alors, le guide est assez précis sur les étapes. Dites-nous tout. Ça commence par la mise en condition. Trouver un endroit calme, un moment pour soi, sans être dérangé. Créer une sorte de bulle, un espace sacré, pour se connecter à soi, à son authenticité. Un petit rituel, presque. Oui, un peu. Et le guide insiste sur le papier et le stylo. L'écriture manuscrite est vue comme une signature vibratoire. Une signature vibratoire, c'est joli comme expression. Plus engageant que de taper sur un clavier, j'imagine. C'est l'idée, une empreinte plus personnelle, plus profonde. D'accord. Et après cette mise en condition, Vient une étape cruciale, définir ce que le guide appelle l'essence. Ça passe par la visualisation dont on parlait. Fermer les yeux, imaginer le quotidien idéal, ressentir les émotions positives. Et à partir de là, on identifie des mots-clés, les valeurs fondamentales. Respect, joie, liberté, tendresse, aventure, ce qui est vraiment important pour soi. Ok, on clarifie ses propres besoins profonds. Exactement. Puis on essaye de définir les qualités chez l'autre qui permettraient de vivre ces valeurs. C'est vraiment un travail pour dépasser les critères superficiels. Je vois. Et ensuite, on passe à la rédaction. Oui, et là on s'adresse directement à ce futur amour, comme s'il ou elle allait lire la lettre. D'accord. Il y a une structure suggérée. Oui, un en-tête personnel, du genre « mon âme sœur »,« à toi que j'attends », quelque chose qui vient du cœur. Ok. Ensuite, on se présente, mais pas physiquement. On parle de son essence, qui on est au fond, nos passions, nos valeurs. Je suis une femme qui aime rire, un homme passionné de nature. Son être profond, pas son CV. C'est ça. Puis, on explique pourquoi on écrit cette lettre. Je suis mon intuition, je crois au pouvoir de l'intention. D'accord. Et le cœur de la lettre, c'est quoi? C'est de décrire les qualités qu'on souhaite trouver chez ce partenaire, en se basant sur les mots-clés et les valeurs identifiées avant. Et surtout, en y illustrant avec des exemples concrets tirés de la visualisation. Ah ouais, pas juste des adjectifs vagues. Non. Au lieu de dire « gentil », on pourrait écrire « je te sais profondément bienveillant parce que je te vois sourire avec tendresse quand je fais une bêtise ». Ça rend la chose vivante, ressentie. Je comprends. Et la fin? Une conclusion sincère, qui exprime la confiance, l'ouverture. Je t'attends avec confiance, prête à marcher à tes côtés. Et une signature qui peut être un pseudo ou une formule un peu poétique. Celui qui t'appelle, celle qui espère. Voilà. Le guide donne aussi quelques conseils. Être hyper sincère, rester anonyme, pas de nom, pas de photo, pas de contact. Et bien sûr, soigner sa lettre tout en évitant le superflu ou le déplacé. D'accord. C'est tout un processus. Et une fois qu'on a écrit cette lettre, on en fait quoi? On la poste? Alors, il y a une étape facultative, mais suggérée par la source, l'idée d'activer l'intention en partageant la lettre. Anonymement, bien sûr. La partager où? Dans un espace en ligne dédié, que la source appelle le coffre des lettres sacrées, l'idée derrière, c'est la puissance du collectif. La puissance du collectif? Oui, ce que la source nomme un égrégore. Comme si toutes ces intentions similaires qui se rejoignent créaient une énergie collective qui se renforce. Une sorte de soutien énergétique mutuel. C'est le concept présenté. Il faut préciser, pour être factuel, que ce partage donne accès à une communauté en ligne, le Cercle des Lettres Sacrées, avec des ressources, un accompagnement,
et un abonnement mensuel. La source mentionne un coût. D'accord. Il y a un aspect communautaire et payant associé à cette étape de partage. Oui, mais au-delà de ça, ce qui est peut-être le plus fondamental dans la méthode, c'est l'état d'esprit à cultiver après avoir écrit la lettre, que l'on partage ou non d'ailleurs. Bah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que ça devient vraiment intéressant et exigeant aussi. Le conseil principal, c'est « vis comme si c'était déjà réalisé ». Comme si on était déjà en couple? Pas faire semblant, non, mais cultiver activement le ressenti intérieur. Ressentir la gratitude, la joie, la sécurité, la complicité, comme si cette relation faisait déjà partie de notre présent. Waouh! C'est puissant comme idée. Mais ça doit être difficile à maintenir, non? C'est un travail conscient, c'est sûr. Il faut activement éviter de nourrir les pensées de manque, de doute, d'impatience, le fameux « mais quand est-ce qu'elle arrive ?» Qui nous ramène à la case départ, en quelque sorte? Selon cette perspective, oui. Ça court-circuite l'intention positive en nous remettant dans une vibration de manque. Donc si le doute arrive, on l'accueille, sans jugement, et on redirige consciemment son attention vers le sentiment positif qu'on veut cultiver. Maintenir cette confiance, cette émotion positive, au quotidien, face au doute, à la solitude parfois. La source donne des astuces pour ça? Oui, tout à fait. C'est présenté comme une pratique continue. On suggère de relire sa lettre régulièrement pour se reconnecter à l'émotion, de visualiser la relation chaque jour comme si elle était là. Mhm. Et surtout, s'appliquer à rester attentif aux signes, aux synchronicités, aux opportunités. L'idée, c'est que cette focalisation intérieure change notre façon de voir les choses. On devient plus réceptif. On remarque des choses qu'on n'aurait pas vues avant. C'est ça. Et enfin, commencer à se comporter comme une personne qui se sait aimer, avec plus de confiance, de rayonnement, d'ouverture aux autres. Intéressant. Se mettre déjà dans la peau de cette personne épanouie. Exactement. Le principe cité est fort. L'émotion la plus forte et la plus constante l'emporte toujours. Il s'agit donc de choisir consciemment quelle émotion on veut nourrir en soi. On voit bien l'énorme différence avec les applis. D'un côté, la passivité face à l'algo, la dispersion, La marchandisation, parfois. oui. Et de l'autre, une démarche active, introspective, centrée sur la clarté de l'intention et cet état intérieur à cultiver. C'est radicalement différent. L'attrait de cette méthode, ça pourrait être ça, justement. Reprendre le contrôle, se sentir architecte de sa vie amoureuse, comme dit la source. Oui, je pense. Il y a cette idée de reprendre son pouvoir personnel face à quelque chose qui peut sembler très extérieur et aléatoire avec les algorithmes. Et la profondeur de l'introspection demandée. Ça contraste avec le jugement hyper rapide des profils. Tout à fait. Pour quelqu'un qui cherche du sens, qui est un peu learner dans l'âme, c'est une approche qui offre à la fois une structure, les étapes de la lettre, et une dimension plus profonde. Ça peut amener des prises de conscience sur soi, sur le pouvoir de nos pensées, de nos émotions. Une vraie alternative à la frustration des applis. Oui, mais attention, ce n'est pas vendu comme une baguette magique. La source insiste beaucoup sur l'implication personnelle et émotionnelle. C'est pas passif. Écrire la lettre, c'est juste le début. Intéressante sur notre propre rôle, notre état de préparation intérieure à recevoir ce qu'on demande. Est-on vraiment prêt? C'est une bonne question. D'ailleurs, la source mentionne rapidement que les créateurs de la méthode, Marlène et Nico, se présentent comme la preuve vivante que ça marche. Ils se seraient rencontrés comme ça. Un témoignage personnel pour appuyer la démarche. Alors, si on devait résumer, l'idée principale, c'est que cette lettre, c'est une pratique d'intention focalisée. C'est ça. Une invitation à clarifier ce qu'on veut vraiment, au fond, et à cultiver l'émotion qui correspond à cette relation désirée, bien avant qu'elle n'arrive. Une sorte de préparation intérieure active. Et ça s'oppose vraiment point par point à l'expérience des applis. On mise sur l'introspection, l'action consciente, la puissance de notre état intérieur. Un mélange de concret et de plus subtil. Tout à fait, et peut-être pour aller un peu plus loin, pour laisser une question en suspens, en s'inspirant de tout ça, Mhm. on pourrait se demander, au-delà de juste trouver quelqu'un, qu'est-ce que ce processus, se plongeant en soi pour définir ses désirs, pour articuler son essence dans la lettre, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes, finalement? Mhm. Sur nos propres blocages, peut-être, nos peurs. Ou au contraire, sur notre vraie disponibilité intérieure, notre capacité à aimer et à être aimé comme on le souhaite vraiment. La source parle d'un accompagnement sur la solitude sacrée. Ah oui, Ça suggère que ce chemin vers l'autre commence peut-être par un voyage vers soi, une réconciliation avec soi-même. C'est une piste intéressante à explorer, je trouve.